Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler des pires parcs d'attractions que j'ai pu faire. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Je suis également présent sur Twitter, sur TikTok, bref, sur plein de réseaux, vous connaissez. Mais si vous voulez me suivre là-bas, n'hésitez pas, c'est ouvert et c'est en description. YFood me fait l'honneur de sponsoriser cette vidéo une nouvelle fois. Ils sont partenaires de la chaîne et ça, j'en suis le premier ravi. Mais qu'est-ce que c'est YFood? En fait, c'est une proposition de remplacement de certains repas qui pourraient être des repas pris sur le pouce, des repas où on mange un peu de la malbouffe et finalement où on n'a pas trop le temps de manger et voire même on pourrait parfois ne pas manger un midi, imaginons on est au travail ou quoi, et on se dit bon bah tant pis je mange pas, je mangerai ce soir. C'est pas très bien, là au moins on a une alternative. Personnellement je l'utilise quand je travaille, donc quand je suis en train de faire du montage comme aujourd'hui. On peut aussi l'utiliser dans les parcs d'attractions, c'est franchement pratique. Voire même quand on est sur la route, moi j'avoue que quand je fais de la route, des fois, quand je me suis rendu à Walibi-Rhône-Alpes la dernière fois pour tourner la vidéo sur Mauka, et en fait le midi j'avais une petite bouteille de YFood dans la voiture et c'est franchement pratique, surtout que sur les aires d'autoroute ça vaut une blinde. Donc là on est quand même plus tranquille avec ça. Cette fois-ci je vous présente les bars du pack découverte. Donc vous avez 5 goûts différents. Dans le pack découverte vous avez 8 bars au total, donc il y a un petit mix des bars. Ça c'est censé vous faire passer la faim pendant 2 à 3 heures. Mais du coup c'est franchement bien et moi je trouve ça vraiment pratique, notamment voilà, la petite taille, la légèreté, c'est vraiment bien. Moi j'avoue que quand j'avais découvert YFood il y a des années, j'avais pris ce produit là en plus des boissons et j'avais trouvé ça génial. Autre point positif, la durée de conservation, ça se conserve 12 mois, c'est énorme, c'est plus qu'il n'en faut. Je pense que vous aurez fini vos bars avant d'arriver aux 12 mois. Et puis comme pour les bouteilles, c'est toujours Nutri-Score A. La barre à déguster du coup qui est là au goût brownie, donc hop, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dedans. Là le brownie, ce qui est cool sur la barre, c'est qu'on a un côté vraiment chocolaté puissant, mais il y a un côté vraiment très agréable là-dedans. Voilà, moi c'est un produit que j'aime bien. De toute manière, les bars, j'étais très content de pouvoir les tester, de pouvoir vous les présenter. Mais ce n'est pas tout, j'ai pu tester aussi le goût brownie en boisson, que vous voyez derrière moi, la petite pyramide, la classique. C'est déjà c'est très cool, parce que je trouve que le packaging est très beau, comme d'habitude. C'est pour ça que j'ai érigé un petit hôtel à son honneur. Et en fait, voilà, quand on le vide, ça donne ça. Et c'est super bon, c'est vraiment... Je pense que c'est mon goût préféré. Et donc je suis très content d'en avoir autant derrière moi. Alors je vous rassure, vous les voyez, il y en a qui sont vides. Vraiment le goût est très bon. Pour ce qui est des frais de livraison, pour les packs découvertes, c'est gratuit en France et en Belgique. Et sinon, c'est à partir de 25 € d'achat sur le site. A savoir que, comme d'habitude, il y a un petit code promo qui s'affiche juste à côté, EDB-YouTube. Et je vous remercie si vous achetez du YFood, ça soutient la chaîne. Et puis voilà, vous allez découvrir, je pense, des produits vraiment cool. Foncez acheter cette boisson brownie là, parce qu'en plus c'est en édition limitée. Donc voilà, moi je vous conseille fortement ça. Si vous avez aimé YFood par le passé en passant par la chaîne, et là n'hésitez pas, franchement c'est un super produit. Et sur ce, on reprend la vidéo. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que certaines visites de parcs se passent bien et d'autres beaucoup moins bien. On va donc voir les pires parcs que j'ai fait et plus précisément les pires expériences de parc au global que j'ai eu en tant que visiteur. Et sachez que certains parcs sont infiniment plus nuls que ceux que je vais citer dans cette vidéo, que ce soit en France, en Europe ou à travers le monde. Évidemment, vous vous en doutez, j'ai pas pu faire tous les parcs, loin de là. Et donc si vous avez eu une expérience qui n'était pas folle dans un parc et qui vous a marqué parce qu'elle n'était pas folle, mettez-le en commentaire, ça peut être intéressant d'avoir vos retours sur certains parcs. On va commencer doucement parce qu'en réalité, j'ai pas fait beaucoup de parcs qui étaient mauvais. Donc on va y aller tranquillement par des parcs qui sont un peu entre les deux et qui sont pas loin de remonter un peu la pente, on va dire. Et vous allez surtout vous rendre compte que ce qui lie toutes ces expériences, c'est une mauvaise gestion de la part de la direction ou du groupe qui dirige ou de quelle que soit la raison. En fait, une mauvaise gestion du parc dans son ensemble, que ce soit en termes d'investissement, mais aussi en termes de gestion des employés, gestion, je sais pas moi, des ouvertures, des choses comme ça. Bref, c'est un cumul de choses. Autrement dit, il peut y avoir des parcs avec de superbes machines qui vont se trouver dans ce top, et des parcs qui ont des attractions vraiment moyennes, voire pas folles en termes de sensations, mais qui ne seront jamais dans un top comme ça parce qu'ils sont bien gérés. Commençons tranquillement par Plopsaland de Panne en Belgique. Parc d'attractions qui est dirigé par le groupe Studio 100. Et avant de vous donner mon avis sur le parc, il faut que je vous montre comment on peut déceler qu'un parc est mal géré alors même qu'on a l'impression que c'est une bonne chose. Je m'explique. Ils ont ouvert il n'y a pas très longtemps une montagne russe du nom de The Ride to Happiness,
qui est une montagne russe excellente. C'est l'une des meilleures montagnes russes d'Europe. Elle a une superbe décoration, une superbe musique embarquée, de très bonnes sensations. C'est inédit, c'est unique en Europe, c'est génialissime. C'est vraiment une superbe attraction. Mais, parce qu'il y a un gros mais que vous ne verrez pas forcément, c'est que ça n'a rien à foutre à Plopsaland de Panne. Ça n'est pas du tout fait pour le public de Plopsaland de Panne. Le nombre de personnes qui rentrent dans cette attraction tous les jours est ridiculement petit. Il y aura toujours des gens pour me dire dans les commentaires, moi j'y suis allé, il y avait 1h30 d'attente et tout machin. Oui, il peut y avoir des journées très particulières, mais dans l'ensemble, c'est une montagne russe. Et pour notre plus grand bonheur, hein, nous, les passionnés de parcs d'attractions, quand on y va, on sait qu'on pourra enchaîner la montagne russe et être tranquille. Mais dans un parc d'attractions, le but, c'est de créer une montagne russe de cet ordre-là, pour attirer du monde, même si tout le monde ne monte pas dedans, parce que des gens peuvent avoir peur et tout, ça c'est pas la question. C'est vraiment que ça attire du monde. Je suis pas sûr que c'est attiré tant de monde que ça, alors ça en a quand même attiré heureusement, mais par rapport à l'investissement c'est ridicule. Et quand on prend l'exemple, le contre-exemple de Nigloland, où beaucoup de passionnés ont dit mais c'est n'importe quoi, Nigloland ils ont construit Krampus Expedition, c'est une attraction, elle est pas folle, elle est pas machin, elle est pas ci, elle est pas cela, elle est pas sensationnelle, elle est pas voilà, ils ont mis trop d'argent dedans et tout, on s'en fout. Parce que eux en fait le retour sur investissement, il est juste nickel, il y a rien à dire là-dessus. Et ça montre un bon parc. Alors là, vous me direz, ok, bah on préfère un parc qui est moins bien géré, parce que du coup, on a de bonnes montagnes russes. C'est ce qui peut en ressortir. Eh bien non. Parce qu'un parc d'attractions qui est bien géré, c'est un parc d'attractions qui va avoir de l'argent. Un parc d'attractions qui va avoir de l'argent, c'est un parc d'attractions qui peut mettre de l'argent dans des nouveautés. Et c'est pareil pour Nigloland. Dans quelques années, ils vont ouvrir une grosse montagne russe, c'est pareil. C'est grâce à des investissements comme Krampus Expedition. Si Krampus avait été un flop, cette montagne russe on l'aurait sûrement pas vu, ou en tout cas pas aussitôt. Et encore, ça dépend. Il y a des parcs qui n'investiront jamais dans des montagnes russes parce que ça ne sert à rien pour eux. Après, c'est leur choix, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que comprenez que sur l'instant T, on est content, on a The Ride to Happiness. Ouais, enfin, ça se trouve, ils auraient construit là-bas une montagne russe familiale, puis un autre truc familial, puis machin. Peut-être que dans 20-30 ans, on aurait eu un parc qui serait de l'ordre d'un parc, peut-être, je dis pourquoi pas, d'un Europa Park ou de quelque chose comme ça. Là, ce n'est plus possible. Alors après, il y a Studio 100 derrière, ils ont de l'argent et ils en balancent un peu comme ça. Et Plopsaland n'est pas à plaindre. C'est pas ça qui leur a fait. Ça va pas leur faire perdre de l'argent dans l'absolu. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon move. Voilà. C'est un petit exemple comme ça. Dans les faits, ça se verra pas forcément. Peut-être que plus tard, ils vont quand même construire de nouvelles montagnes russes et voilà, et ça va pas les déranger et tant mieux pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vraiment couler des parcs. Il y a des parcs vraiment, ça va les anéantir. Il y a un parc en Italie, je crois. Ouvrir une montagne russe qui était un peu correcte, ça l'a fait couler. Et après, ça peut être juste une erreur de la part de la direction, où ils se sont censés pousser des ailes, ils se sont dit ça va faire venir du monde, on y croit, ça peut être un pari un peu raté. Bon, là-dessus on peut pas trop leur en vouloir. Ça c'est une petite parenthèse et c'est pas grave encore une fois, c'est juste pour vous montrer des choses. Pour ce qui est de mon avis sur le parc, ma première visite ça s'est soldé par un parc qu'on a quitté sur les coups de 14 h je crois, ou un peu plus tard, mais très tôt dans la journée, parce que rien n'était ouvert, on n'avait aucune information. Personne n'était capable de dire si l'attraction allait ouvrir ou pas, il y avait trop de vent, et ils ont empêcher l'ouverture de toutes les attractions. Il n'y avait pas encore The Ride to Happiness à l'époque. Et pour la petite histoire, je sais que après coup, qu'ils n'ont pas voulu ouvrir certaines attractions à cause du vent, ok, mais qu'arrivé à un moment de la journée, il y avait moins de vent et que de toute manière, les attractions auraient pu ouvrir. Certaines en tout cas, et qu'ils ne l'ont pas fait. Parce qu'en fait, ils se sont dit, hey, le parc n'a pas grand monde, on va pas ouvrir l'attraction. Hein. Voilà, on a dit qu'il y avait trop de vent, on n'ouvrira pas la journée. Il m'a donné des infos, le technicien en me disant oui, alors là il y a tant de vent, machin et tout. J'ai regardé, je me suis dit c'est pas possible. S'il y a tant de vent qui est relevé, bah, l'attraction elle peut tourner et tout. Enfin bref, j'ai fait des regroupes, des liens avec d'autres parcs et tout. J'avais vraiment essayé de comprendre. Je m'étais fait niquer, d'accord. C'est le bilan de cette histoire. Et donc ça déjà, ça montre aussi, c'est pas bien. Un parc qui essaie jusqu'à la fin de la journée d'ouvrir ses attractions, c'est génial. Contre-exemple, Efteling, aux Pays-Bas, qui est un parc où un jour on est venu, pareil, il y avait, je crois, trop de vent. Alors je me rappelle plus de la raison exacte de la non-ouverture, mais bref, on s'est tapé une tempête, mais une véritable tempête. Hein. C'est-à-dire que sur le retour, des arbres tombaient sur les voitures, sur l'autoroute, c'était... je sais pas comment c'est par tourner les jours là, hein. C'était incroyable. Et ben, le soir, donc on y allait 2 jours, le soir du premier jour, aucune montagne russe n'avait ouvert la journée. Et le soir, on arrive, on nous dit, ok, là va y avoir les montagnes russes qui vont ouvrir. Il restait même pas 1 heure d'ouverture du parc. Hein. Et on a pu faire... Il n'y avait qu'une montagne russe qui n'a pas ouverte. On a pu faire toutes les montagnes russes du parc quasiment qui étaient en exploitation ce jour-là, sauf une. Ils ont étendu un petit peu l'ouverture du parc. Alors, les attractions ont fermé à l'heure, sauf les montagnes russes qui sont restées un peu plus longtemps ouvertes parce qu'elles ont ouvert tard. Ça, c'est une marque de respect envers le visiteur qui a payé sa place et qui est venu. Le lendemain, on se pointe sur le même parc. Là, c'est la tempête.
là c'est la tempête, c'est-à-dire que le parc a fermé plus tôt, et les arbres sont écroulés aussi dans le parc, bref. Et ben, les employés, en arrivant sur le parc le matin, nous ont dit courez à telle attraction, telle attraction, telle attraction, et elle risque de fermer bientôt à cause du vent. Ils nous ont prévenus de ça. Donc déjà, notre première visite, on est là en mode, à Plopsaland, on est en mode, waouh, c'est chaud. Les décors, ça va, c'est un petit peu carton-pâte, mais c'est pas moche, et c'est joli à certains endroits, et non, il y a des trucs que j'aime bien à Plopsaland, en termes alors les trucs en déco, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Après, on a eu des visites, ça s'est un peu mieux passé avec l'ouverture de The Ride to Happiness. Mais on voit très bien qu'il y a toujours des petits soucis dans ce parc. On voit qu'il y a des problèmes, notamment quand on vient, ma dernière visite, c'était l'attraction a fermé devant nous, alors je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse, mais a fermé devant nous au dernier moment, alors qu'il n'y avait pas lieu de la fermer à ce moment-là, et alors qu'on était en gare, on n'était pas en train d'entrer un fil d'attente quoi, on était dans la gare, donc compliqué un petit peu à avaler comme truc, surtout que derrière, dans les commentaires de ma vidéo, il y a des mecs du parc qui sont venus me commenter en anglais, hein, c'est-à-dire que les mecs ne parlent pas un bloc de français, ils ont juste entendu parler que je devais critiquer le parc et donc ils ont mis un commentaire en disant qu'ils travaillent dans le parc et tout, on sait pas qui c'est, hein. Ces gens-là je peux pas attester qu'ils travaillent dans le parc, en me disant que moi j'ai menti, etc., qu'ils avaient raison de fermer l'attraction et tout, pourquoi pas. Moi en message privé, il y a des employés du parc qui sont venus me voir et qui m'ont attesté de ce que je disais et qui m'ont montré que voilà, j'avais raison d'avoir gueulé ce jour-là, que c'était pas normal, etc. Eux ils sont venus en français, j'ai leur nom, leur prénom et je peux vérifier qu'ils travaillent dans le parc. Donc ça m'a fait un peu rire d'avoir les deux sons de cloche. Mais voilà, il y a un gros problème, on sait qu'à Plopsaland, il y a eu un gros souci de direction ces derniers temps, il y a eu plein d'articles dessus, etc. C'était un gros bordel, donc on sent aussi que niveau gestion, c'est logique quand on a à la fin, à un moment donné, des employés qui pètent un plomb, voilà, il y en a qui se rebellent, qui disent bon bah c'est bon stop, c'est n'importe quoi ces conditions de travail et tout. En fait, ça a été un gros bordel là-bas et forcément, tout ça, c'est la gestion, hein, que voulez-vous, quand il y a une mauvaise gestion, quand il y a un manque de respect envers les visiteurs, un manque de respect envers les employés, un manque de respect envers à peu près tout le monde, c'est un petit peu le souci de Plopsaland. Voilà, on a une direction qui est selon moi pas bonne et qui va du coup en découler sur une expérience visiteur qui va être négative parce que des fois ça peut arriver. Alors c'est pas constant, hein, vous pouvez passer de très bonnes journées à Plopsaland, c'est pas la question, c'est un très bon parc, moi j'y vais régulièrement, notamment pour The Ride to Happiness. Mais voilà, c'est juste que vous allez potentiellement passer une mauvaise journée à cause de la gestion, et ça c'est dommage. À Plopsaland, il y a aussi la bouffe, hein, surtout je vous en ai pas parlé encore, mais la bouffe, je vais pas faire un laïus dessus, mais c'est immonde, juste immonde, voilà. Plopsaland, nourriture dégueulasse, moi je prends toujours des petites churros, les machins. S'il y a un restaurant, j'ai une bêtise, à l'entrée du parc, il y a une immense zone, il y a un restaurant, un peu style italien, je crois, à côté de Mayaland, qui est bien, qui est franchement bien, on mange bien, c'est un peu cher, mais on mange bien. C'est pas la grande gastronomie, mais pourquoi pas. Donc voilà, c'est pour la partie Plopsaland, vous avez vu, c'est pas non plus trop grave. Mais c'est important d'en parler parce que faut être conscient de ça et il faut quand même aussi réussir. Moi j'essaye aujourd'hui d'éduquer un petit peu les gens à la compréhension d'un bon parc et d'un mauvais parc. Parce qu'en fait quand on achète un produit, par exemple quand on achète un téléphone, quand on se renseigne dessus, on va pas dépenser plusieurs centaines d'euros comme ça sur un coup de tête. On essaie de se renseigner un minimum dessus, on demande de conseils à des gens, etc. Et ben là c'est un peu pareil pour les parcs. Il faut se renseigner. C'est un produit, techniquement on paye un produit, alors c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais... Et en fait on doit avoir quand même un minimum là-bas quand on est sur le parc. Alors évidemment, s'il y a un orage et que pendant 2 heures l'attraction est ferme, c'est normal qu'on n'ait pas forcément de compensation. C'est pas trop de la faute du parc, l'orage. Par contre, il faut que le parc derrière il gère. Il faut que le parc il fasse en sorte de mettre tous les moyens pour qu'il y ait la meilleure expérience client ensuite, quand c'est possible. Et ça, c'est très très important. Donc voilà, pour la partie Plopsaland, c'est fini. On passe au prochain parc. Gardaland en Italie. Ah, ce parc d'attractions, on y a fait 2 visites. Et comment dire, la première s'est plutôt bien passée. On avait des fast-pass, on avait personne sur le parc, et on avait le Covid. Sauf que, une visite, et je l'ai découvert plus tard, hein, pas qu'avec ce parc-là, une visite durant cette période, c'était une visite en fait où on avait de la chance, parce que les gens ont déserté un petit peu les parcs d'attractions. Et donc on avait une expérience un peu plus tranquille. Pour voir si un parc est bien géré ou non, y aller une journée où il n'y a personne, on peut difficilement le déceler. Ici à Gardaland, la première visite, on a pu se rendre compte qu'il y avait des attractions un peu moisies, bon ça c'est comme dans beaucoup de parcs. On se rend compte que la décoration elle est pourrie, en termes de choix, elle est totalement pourrie, et on le disait dans la première vidéo, moi j'étais là en mode, ça n'a aucun sens. Il y a certaines attractions, certaines thématiques qui sont côte à côte, qui sont éclatées au sol, les deux côte à côte, ça n'a aucun sens, mais c'est marrant, ça fait partie du charme. Quand il n'y a pas de problème à côté, c'est marrant, parce que justement ça donne un côté un peu loufoque au parc, qui peut être appréciable. Ensuite, donc, toujours cette première visite, on avait vu des toilettes à la turque. Ça m'a fait un peu rire, je trouvais ça pas normal en 2021 je crois, mais bon, ça nous a fait un peu rire, c'est atypique de voir ça dans un parc. Ok, et puis finalement j'avais beaucoup aimé le parc, c'était l'un de mes parcs préférés, du fait qu'on ait une multitude d'attractions, qu'on ait quand même une thématique qui était présente partout,
que le parc soit vallonné, que la nuit le parc soit super joli, etc. Qu'on ait, voilà, qu'on ait quand même quelque chose de vraiment bien. Le parc, j'ai vraiment apprécié à fond et c'était sincère et j'ai adoré cette visite. Et on a passé un super moment, vraiment. Deuxième visite à Gardaland, on arrive, il y a du monde et on se rend compte que rien ne va. Que strictement rien ne va. On mange dans un restaurant. Le restaurant, je vous jure, c'est le pire restaurant de parc que j'ai fait. C'était immonde. Mais immonde. Et ils ont mis trop de sel dans mon truc, en fait. Mais trop de sel, c'est pas genre... Moi, personnellement, là, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là, mais ils ont vraiment mis trop de sel, et c'était dégueulasse. Le prix, les gars, pour le repas, c'était inadmissible, parce qu'en fait, il y avait un côté, vous avez buffet à volonté un petit peu, enfin, pas buffet à volonté, mais self, où en fait, on arrive, on paye pour la viande, et à côté, on a des accompagnements, et en gros, on paye pour l'accompagnement. Pourquoi pas. Là, en gros, l'idée, c'était on a viande, accompagnement, on met les deux, c'est bon. Donc, on arrive, on demande la viande, accompagnement. Et bah, nous, en France, en Belgique, un peu partout, on arrive, on demande des accompagnements. C'est genre un peu de frites, un peu de pâtes, un peu de machin, c'est logique. Tout qu'ils nous proposent, vous voulez ça, ok. Là, c'était 4 € par accompagnement. Vous prenez 3 accompagnements, ça rentrait même pas dans l'assiette, hein. Ils mettaient des plus petites portions et vous avez payé 4 € les accompagnements. Et vous avez payé donc le sel. Moi, j'arrive, je prends du sel, Il vous a payé le sel, le poivre. Il nous a payé les sauces, il nous a payé tout, et à la fin j'ai vu une note, j'ai fait c'est pas possible, c'est quoi ce tarot? Et c'était absolument immonde. On se rend compte que les chiottes à la turque c'est dans absolument tout le parc, que ce soit chez les mecs, chez les meufs, et que c'est juste... Enfin les gars, on est en 2023, même nos chiottes d'autoroute n'ont plus de toilettes à la turque. À ma connaissance. Il peut y avoir des petites exceptions, d'accord? Je prends beaucoup la route et j'en ai pas vu depuis des années. Là... Ils en ont dans un parc d'attractions qui accueille du public et qui est genre, je crois, l'un des parcs ou le parc qui accueille le plus de public en Italie. Et genre, les mecs ont du respect pour personne. Ils nous chient dessus, c'est... Allons-y. Donc déjà, voilà, il y a eu tout ça. Et puis alors, il y a eu le truc de... Il y a du monde et du coup, la gestion est désastreuse. Ils sont là, on attend 15 plombes dans les voies avant d'entrer dans la gare. Enfin, en fait, on perd du temps et l'expérience visiteur, on attend 30 ou 40 minutes pour quelque chose, on aurait pu attendre vraiment 10. Et ça, c'est pas normal. Et c'est des choses comme ça. Et ça m'a foutu hors de moi. Les gens étaient imbuvables. Ça a doublé dans la file d'attente, mais un truc de malade, mais de malade. En vrai, c'est juste que voilà... Les gens doublent. Sauf que c'est quoi le problème? C'est que les gens ils doublent, c'est une chose. Que le parc derrière, ils ne disent rien, c'en est une autre. Forcément, ils peuvent pas être derrière chaque personne qui double. Quand on s'est retrouvé le soir et qu'on a parlé, on a tous débriefé notre journée, il n'y en a pas un seul qui disait que c'est bien passé avec les gens dans les files d'attente. Hein. Pas un seul. Et alors ce qui est marrant, c'est que dans ma première vidéo, j'avais fait, donc j'avais dit le parc est génial et tout machin, on m'avait mis dans les commentaires non. Et là j'avais dit le parc c'est à chier, on m'a dit dans les commentaires non. Moi j'ai passé une super journée, donc c'est un peu compliqué. Donc, certains m'ont dit oui, mais tu es venu le jour où il y avait eh bien une nocturne. C'est vrai qu'il y a une nocturne qui était encore plus prolongée, il y avait du monde et tout, et du coup il y avait des gens qui faisaient la fête. On s'en fout, ça ne change rien. C'est pas parce qu'il y a un événement spécial que c'est forcément obligé d'être le bordel en fait. Et il y en a un qui m'a dit c'est normal que t'as attendu longtemps parce qu'il y avait du monde à cause de cette soirée. J'ai dit mais moi je m'en fous d'attendre longtemps. La question c'est pas d'attendre longtemps. C'est est-ce que c'est justifié d'attendre ou non? Est-ce que j'attends parce qu'il y a du monde et donc ils se donnent au maximum dans la gare pour faire avancer les trains? Ou est-ce que j'attends parce qu'il y a des gens qui sont absolument incompétents en gare, avec des managers qui sont absolument incompétents pour leur dire quoi faire, avec une direction qu'on a en fait rien à foutre? Je préfère attendre 1 heure que ça avance que une demi-heure quand ça n'avance pas parce qu'ils ne foutent rien en gare. Et ça c'est pareil pour tout. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, l'expérience visiteur c'est ça, et ça qui monte un bon parc ou un mauvais parc. Bon bah là déjà on voit que du coup c'est clairement un mauvais parc pour ça. Là où ça a été encore plus violent pour moi au niveau du retour d'expérience de ce parc, c'est que la première fois c'était tellement bien passé que la seconde, bah moi je voulais montrer aux gens avec qui j'étais, regardez ce parc il est génial, regardez machin, je le vendais, j'étais trop content. Et en fait j'ai été hyper déçu, donc ça m'a fait un double coup, donc j'ai encore plus été vénère contre le parc et tous les trucs m'ont sauté à la gueule. Alors que normalement quand tout se passe bien on peut faire l'abstraction de petits détails qui sont pas si gênants que ça dans l'absolu, mais mis bout à bout pose problème. Donc voilà, donc pour Gardaland, bah gros problème, parce que au niveau des services visiteurs, il n'y a rien, de la gestion, il n'y a rien, les restaurants c'est dégueulasse, les maps, bref. Donc là c'est manque de respect total, parc à bannir, et moi là-dessus je suis intransigeant. Mirabilandia, un parc d'attractions toujours en Italie, qui lui, comment dire, on dirait une décharge publique, il est clairement abandonné.
On a des opérations qui sont vraiment pas ouf. Alors il y a certaines machines, ça se passait plutôt bien, et pour d'autres, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Notamment, je me rappelle le coaster inversé, donc Katoon, où les opérateurs restaient debout pendant plusieurs secondes après que les gens soient assis et nous regardaient pendant 20-30 secondes avant de se mettre à fermer les harnais. Et ça, c'était pas normal du tout. Ils te gueulent dans les oreilles avec un micro qui résonne dans toute la gare. C'est infâme, bon bah ça c'est leur choix. Quand le mec gueule en italien pendant 5 minutes auprès d'un français qui ne comprend que dalle, donc c'était un peu compliqué, et je me rappelle dans la gare de Desmo Race, j'ai pété un plomb, où en fait j'étais dans la gare, je sortais de la gare, j'étais pas près d'un quai où c'était dangereux, j'étais pas dans un truc, voilà, tout était clean, je filmais mes potes sur un véhicule, je me suis fait engueulé par l'opératrice. Et là, moi, je me retourne, donc là, je suis en train de filmer ça, je dis, mais ouais, mais tais-toi, genre, laisse-moi tranquille, genre là, vraiment, tu me saoules. Je me retourne, et en fait, Desmond Race, il tombe en panne H24, et je le vois, des techniciens passer sur la voie de Desmond Race, sachant qu'ils pouvaient démarrer, il n'y avait pas de truc empêchant le véhicule de bouger ou quoi. Le train s'arrête, et le mec, il traverse. Ils sont vraiment pas sérieux parce qu'ils traversent la voie comme ça en fait devant le wagon, et je trouve ça hyper dangereux parce qu'il y a l'alimentation en dessous, ils peuvent tomber entre les voies et tout, enfin bref, il y a un train qui pourrait avancer. Et c'était comme ça pour à peu près tout. Et donc le parc qui tombe vraiment en lambeaux, on faisait des retours dessus. Là, encore une fois, c'est pas catastrophique, on n'est pas sur des très mauvais parcs ni rien. Quand je vous prends Plopsaland, Gardaland, Mirabilandia, en termes d'attraction, on reste sur de superbes machines. Après, il y a des trucs très bien à Mirabilandia, il y avait le spectacle de Stunt Show qui était très cool et tout. Voilà. Bref, pour moi, Gardaland, Mirabilandia, il n'y a plus vraiment de différence. C'est deux parcs que je mettrais dans le même panier. Moi, c'est pas vraiment des parcs que je recommande aujourd'hui. Que dire sur Walligator? Bon, ça va être long. Les montagnes russes qui tombent en décrépitude complète. La gestion qui n'est plus désastreuse. On n'est plus sur un Gardaland mal géré ou sur un Disneyland Paris mal géré. Hein. Là, on tombe sur un truc encore plus violent, qui est un parc où vous allez attendre 40 minutes alors qu'il y a 40 personnes devant vous pour une montagne russe. Voilà, là j'ai fabulé un petit peu, mais en gros c'est l'idée. Hein. Voilà, vous avez compris. Pas capable de modifier des barrières pour embarquer dans un coaster et gagner, je sais pas moi, 50% 100% de capacité sur le coaster. Parc avec un énorme potentiel. Parc qui n'a jamais réussi à se sortir, de cette merde en fait, tout simplement. On a un groupe qui s'appelle Aspro, qui est juste un groupe mais complètement... oui, c'est un petit peu les parents qui abandonnent leurs enfants. Oui, c'est un peu ça. Aspro, c'est ça. C'est des parents qui abandonnent leurs enfants. Ils ont un parc, ça marche, voilà. Au revoir. Puis là, on va me dire, mais cette année, Étienne, ils ont investi, ils ont fait de la thématisation. Oui, ils ont fait de la thématisation parce que quand on reprend des entreprises, on peut avoir des aides avec de l'État, etc. Avec l'État. Bref, il y a tout plein de choses qui peuvent se passer. Et quand on rachète un parc comme ça, visiblement, on achète un parc, on est là en mode, on est un groupe qui arrive, on est censé redynamiser le truc. Bon on a une aide de l'État qui fait qu'on paye pas d'impôts pendant tant d'années. Puis derrière, si on investit, on a aussi une petite réduction par exemple. Ça pourrait être le principe, voilà, c'est à peu près ça qui se passe dans des trucs comme Aspro, voilà. C'est pour ça qu'Aspro va investir à un moment donné en disant, ah tiens merde, on va faire un peu de déco, on va refaire l'entrée, c'est bien. Alors c'est bien, hein, ça a l'air très beau, je suis le premier à dire que c'était très joli. Là en ce moment d'ailleurs, la com de Walligator remonte énormément et je trouve ça très bien. La communication s'en sort beaucoup mieux qu'avant et c'est sincère et c'est honnête et c'est vrai. Et si vous voulez un avis, donc il y a le mien qui date d'il y a 2 ans, 3 ans, il y a un autre avis, vous allez voir Jean Yop sur sa chaîne, je vous mets le lien en description. Bon vous allez voir, c'est une vidéo il n'y a pas très longtemps, il a fait le même constat que moi quoi. C'est clairement, on se fout de la gueule des visiteurs, on se fout de vous. Et le pire, c'est que vous ne voyez rien. Parce que ça, c'est le pire. C'est que le 3/4 des visiteurs ne s'en rendent pas compte. C'est que le 3/4 des visiteurs se disent, mais c'est génial Walligator, j'y vais tout le temps. Puis moi, j'étais une fois à Disney, j'ai attendu 3 heures dans la file d'attente, donc non, tais-toi en fait. Ça n'a aucun rapport. Et ça, c'est insupportable. Mais du coup, je suis là en mode, mais comment c'est possible d'avoir un parc aussi grand, c'est un grand parc Walligator, avec autant d'attractions, bonnes attractions quand même pour certaines, et d'avoir une gestion aussi désastreuse. Les gens qui dirigent ce parc, ils ne comprennent pas pourquoi on a ces avis-là. Ils se disent qu'on est méchant, ils se disent qu'on est des fans, qu'on est chiant, qu'on est machin. Forcément, les gens qui y vont, ils sont là en mode, non, mais moi aussi j'adore ce parc. Hein. C'est comme je vous dis, moi j'étais à Disney, j'étais très déçu. Hein. Voilà. Donc forcément, ça les conforte dans leur idée à la con. Sauf que non, ils sont complètement à côté de la plaque et ils n'ont pas, malheureusement, pour certains parcs comme Walligator, en tout cas, j'ai l'impression que les gens qui dirigent ce parc manquent de recul sur le parc. Je dis pas qu'ils font du bon travail et du mauvais travail parce que pour moi le gros problème, le vrai problème de Walligator, c'est pas la direction directe, c'est Aspro Park qui est au-dessus, qui n'en a rien à foutre. Ça c'est évident. Mais je suis désolé, il y a des petites choses dans le parc qui peuvent être modifiées par la direction, notamment ces putains de barrières sur The Monster.
C'est un exemple flagrant d'un je m'en foutisme grandissant du parc, ou en tout cas qui est stagnant. Là, cette année, le parc il a ouvert, les premières semaines, il n'y avait pas de montagnes russes qui tournaient dans le parc. Et elles n'ont pas été validées par la TUV. Et pas eu le temps, la TUV n'a pas eu le temps de passer, l'organisme de contrôle n'a pas eu le temps de passer, visiblement. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est le seul parc qui a eu ça en plus, hein. Il y en a peut-être eu qui ont eu des retards et tout, mais pas comme ça. C'est le seul parc qui a eu ça en France. Non, ça n'est pas possible, les gars. Ça, c'est des choses, c'est pas possible. Et moi, ce qui me désole, ça fait 3 ans que j'ai fait ma vidéo, ils sont au courant de tous ces problèmes-là, ils le savent, et rien ne se passe. Et donc là, ils ont fait de la TEMA cette année, c'est très bien. Point positif, voilà. TEMA, ils ont amélioré la communication, et ça, c'est vraiment excellent, et bravo, et bon courage à la communication. Bon courage, parce que je pense qu'eux aussi, ils sont bien limités dans plein de trucs. Mais bon, c'est chiant. Putain, faites une file d'attente de The Monster sous The Monster, faites repeigner The Monster par pitié. Là, au début on a rigolé, ah il est moche et tout, repeignez-le. Là il y a les gars, repeignez-le. J'ai vu des photos. Le truc il est rouillé, alors c'est de la rouille de surface. J'espère, hein, je suis pas expert là-dedans. Hein. Ça a l'air d'être de la rouille de surface. Mais c'est dégueulasse, c'est pas normal. Aspro, faites quelque chose, bougez-vous le derche. Et bougez, et faites en sorte que ce parc il fonctionne, que le restaurant fonctionne, que le moindre truc soit refait, enfin c'est pas possible. Pour me dire ah je suis méchant, machin et tout, pour y avoir la direction du parc qui passera sur cette vidéo et qui va penser que je suis méchant, que je les attaque gratuitement, que machin et tout. Non. Au bout d'un moment, faut se bouger aussi. Et ça me fait un peu chier parce que c'est un parc qui pourrait être très bien et on ne demande pas truc de fou. Quand on me dit ah mais y a pas d'argent à Walligator. Ouais, même sans argent on fait des choses en fait. Regardez Kingoland, vous croyez qu'il roule sur l'or? C'est un petit parc. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a créé son parc. Aujourd'hui, il tourne parce que le mec, il a donné tout ce qu'il avait pour faire tourner le parc, que ce soit monétairement parlant, mais surtout au niveau humain. Il a mis de sa personne là-dedans, parce qu'il aime ce qu'il fait. Mais l'argent, c'est une chose, la volonté, c'en est une autre. Et le fait de réussir à prendre du recul et de se remettre en question, parce que ça, c'est une grosse capacité de Kingoland, ils se remettent en question H24. Et là, ah bon, bah ça, c'est pas super. Faudrait qu'on change machin et tout. Et là, je parle de Kingoland, ça va pareil pour tous les autres. Hein. Des parcs du Bocas, c'est pareil. Frépertuis, c'est pareil. Il y en a plein. La Récré-Toi Curé, cette année, on a vu, ils ont encore fait des nouveautés, des trucs comme ça, des décorations. Ils essayent aussi, ils se remettent en question. Ah, on pêche un peu sur à ce niveau-là, on se remet en question, boum, on change. Ça, c'est des parcs qui ont conscience, qui prennent du recul, qui ont une volonté de bien faire. Aujourd'hui, Walligator, pour moi, ils ne l'ont pas. Et la vidéo de Jean Yop m'a vraiment fait... J'étais en train de m'adoucir un peu au sujet de Walligator, parce que de loin, je dis bon, peut-être que ça a changé, j'en sais rien. Jean Yop, je connais très bien, je sais ses retours, j'ai vu sa vidéo, j'ai fait ok, c'est bon. Très bien, voilà. Je suis sûr qu'il y a des points qui s'améliorent, c'est sûr, mais le 3/4, ça va pas. Donc c'est tout pour Walligator, mais je suis très déçu, très triste, et on pourra dire ce qu'on veut, mais il va falloir changer ça. On va parler du parc Spirou Provence qui se trouve dans le sud de la France. Parc d'attractions sur le thème de Spirou. Lui, c'est un peu différent des autres. Niveau gestion, il a un peu changé, donc il y a une nouvelle direction, etc. Il a été racheté par les studios Dupuis, je crois, qui dirige le parc maintenant parce que il s'est cassé la gueule, hein, il a fait un flop totalement. C'est logique en même temps parce que le gros problème de ce parc, c'est pas forcément son état actuel, c'est son état d'ouverture. Il est ouvert avec quasiment aucune attraction, enfin très peu d'attractions, aucune ombre. Pas le droit d'acheter, enfin pas le droit de venir avec sa bouteille d'eau, histoire d'être sûr de bien crever sur place, parce que vu qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas machin, enfin c'était l'enfer. Tout ça dans un parc qui était ultra mal conçu, avec des attractions immersives qui sont en aucun cas des attractions immersives. Vous allez juste avoir l'impression d'aller au carrefour du coin et de rentrer dans un cinéma là-dedans. Qu'est-ce qu'il vient foutre un cinéma dans un carrefour? J'en sais rien, mais vous avez compris, non, mieux. Vous êtes dans un carrefour, mais vous êtes dans le rayon de télé, voilà. Il y a Spirou qui passe à la télé, c'est la même chose, d'accord? Donc c'est que des trucs comme ça. Moi, ça m'a déçu au plus haut point. Les attractions sont pas incroyables. Moi, quand j'y suis allé, il y avait du mieux quand même. Hein. Il y a des attractions qui ont été ajoutées, etc. Voilà, des attractions, des gros bras qui bougent dans tous les sens et tout. Bon, c'est pas vraiment ça qu'on veut dans un parc à thème comme Parc Spirou. Là, ils ont rajouté un disco coaster. Pareil, c'est bien, disco coaster. Est-ce que c'est ce qui manquait à Spirou? Non. Clairement pas. Mais bon, au moins c'est un investissement, c'est plus un avis de... C'est pas forcément là-dessus que j'aurais mis l'argent, pas trop négatif. Ils ont fait une nouveauté, c'est intéressant. Là où c'était plus problématique, c'est quand ils ont ouvert la nouveauté avec ça de terre par terre, ils ont même pas été capables de passer un coup de Karcher. Je trouve ça quand même dommage. Alors après, coup de Karcher c'est une chose, hein, peut-être qu'avec les restrictions d'eau et tout, je peux comprendre. Au moins un coup de balai les gars, hein, ça aurait été bien. En vrai, parce que là, la manière dont tu as ouvert la zone, je trouvais vraiment pas ça bien. C'est un peu un manque du respect envers les visiteurs et voilà. Mais la nouvelle direction est mieux, elle fait un effort, ils essayent d'avancer avec ce qu'ils peuvent, parce que clairement le parc revient de loin, de super loin, ils ont rajouté de l'ombre, ils ont rajouté des brumisateurs, des machins, mais les attractions ont une capacité qui est ridicule, le parc en lui-même, il est absolument pas capacitaire, il est tout carré. Moi je sais qu'au bout du 14 ou 15e tour du parc, on a dit ok on se casse, je vais devenir fou en fait, comme un rat en cage, vraiment c'est horrible. Il y a des trucs comme ça, c'est pas possible, il faut vallonner, il faut donner un peu de forme et
Voilà, quand on va à Kingoland, c'est un petit parc Kingoland. Waouh, on s'y sent bien, c'est un peu vallonné, il y a des arbres, il y a du machin, il y a de la verdure. Waouh, c'est joli, c'est... On va à Spirou, non, tout est carton-pâte, la théma d'un truc va pas avec la théma de l'autre, il y a du marsupilami dans un coin, marsupilami dans l'autre, et à chaque fois on est là en mode ouais, mais en fait ça n'a pas de logique, c'est pas bon, et le parc en lui-même coûte beaucoup trop cher à Whiskas aussi. Peut-être oublié de le dire, c'est que pour le prix, on n'est même plus sur de l'inadmissible, on est sur de l'intolérable. Les employés étaient gentils, même si, faudra que je vous raconte plein de trucs. Oh. Mais il y en a un qui a voulu supprimer la vidéo. On a eu pareil pour, j'ai eu pareil pour Alligator, et puis bah là j'ai eu pareil pour Spirou. Bon, que voulez-vous, hein, voilà. C'est des parcs en fait. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est comme ça. J'aimerais bien savoir pourquoi. Je sais, par exemple, le directeur de Spirou, c'est un ancien du Futuroscope. C'est un ancien d'un autre parc qui tournait bien. Je sais qu'ils essayent de faire en sorte que ça aille bien. Ces gens-là, j'aimerais bien les rencontrer parce qu'ils essayent de faire vraiment des efforts. C'est vraiment, voilà. Pareil, j'aimerais bien rencontrer le directeur de Alligator. S'il me dit qu'il veut faire des efforts, dans le sens où s'il me montre qu'ils font des efforts, c'est avec grand plaisir. Si c'est pour me faire passer la pilule et faire en sorte que derrière je sois plus gentil avec le parc parce qu'on m'a fait croire des trucs, non, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. C'est pas le but de juste critiquer des parcs ou quoi machin, la vidéo ici c'est pas vraiment ce but là. C'est vous parler, parce que ça me fait marrer de pouvoir parler un peu de parcs, comme je fais tout le temps sur ces vidéos. Mais là c'est pour vous montrer un petit peu le lien entre tous ces parcs, c'est à chaque fois le problème de la direction, pas la direction forcément directe, mais en tout cas la gestion à un moment donné du parc. Il y a un moment donné la gestion elle a foiré, et ça fait qu'aujourd'hui c'est pourri. Ou alors on a un groupe derrière de gestion qui est très mauvais et qui donne pas d'argent et machin. Donc c'est plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que pour Spirou, moi j'avais quand même ce côté un peu... J'étais déçu parce que c'est une belle licence, il y avait moyen de faire un super beau truc et j'espère qu'ils iront mieux, j'espère que dans les années à venir ils vont doubler, tripler la taille du parc parce qu'il est tout petit, qu'ils vont faire des choses un peu plus sympas, voilà, vallonner, faire des espaces verts, faire des endroits agréables, rendre ça propre. Mais voilà, pour moi il n'y a aucune chance que ça aille vraiment trop loin cette histoire parce qu'il faudrait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent je pense pour relancer, et ça c'est valable pour Walligator comme pour Spirou, il faudrait énormément d'argent, et je sais pas lequel revient de plus loin, parce que Walligator a un bien meilleur parc là-dessus. On met demain les mêmes attractions que Spirou, même la même théma et tout, à Walligator déjà ça passe mieux, parce que l'agencement serait mieux, beaucoup mieux. Maintenant, ça n'empêche que ça reste pas très bon, niveau théma etc. Là où il y a un souci, c'est que Walligator ils ont un super terrain, de bonnes attractions pour, voilà, dans l'ensemble, mais un entretien qui est pas bon du tout et un investissement qui est nul. Spirou, on a donc un parc récent, neuf, mais avec une thématisation, une décoration qui n'est pas bonne, qui n'est pas ce qu'elle devrait être, des attractions qui sont pas du tout, presque pas finies en fait, certaines attractions immersives sont pour moi pas finies en fait, elles sont pas immersives déjà, donc gros problème. Et puis on a ce côté, voilà, la base qui est très mauvaise, et là ça va être très compliqué pour Spirou s'en sortir. Moi je pense qu'un parc comme Walligator a plus de chances de s'en sortir par rapport à la base qu'ils ont. Et en même temps, je pense que la direction de Spirou est plus à même de réussir à faire relever Spirou. Parce qu'ils ont envie, eux. Ça se sent. Même si c'est pas flagrant, ça se sent que Spirou a envie de faire sortir un petit peu, la tête de l'eau. Chose qui n'est pas du tout le cas sur Walligator, où Aspro s'en tape royal. Et Aspro cherche juste à couler le parc, je pense. Et ça va venir. Je l'espère pas, mais aujourd'hui, je me dis, un Walligator, dans 15 ans, je le vois pas. Aujourd'hui, un Walligator, dans 10-15 ans, je le vois pas. Déjà, The Monster, dans quelques années, je le vois plus non plus. Désolé les gars, mais The Monster... Je me mets un peu les têtes dans les normes en ce moment, et je me dis, oula, The Monster, il va commencer à... Ouais, ça va commencer à être compliqué. Puis niveau entretien, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et puis au bout d'un moment, s'il n'y a pas quelqu'un qui reprend le truc et qui essaie de retaper un peu la machine, ça va pas le faire. Donc bon, c'est des choses comme ça. Moi, j'ai très peur, et le jour où The Monster, il ferme... Bon bah, Walligator, j'ai envie de vous dire, ils vont commencer à... Ça a pu aller, hein. C'est sûr que déjà ça va pas très bien. Donc c'est des parcs comme ça, j'arrive pas à comprendre. Walligator, s'il se bouge pas, pour moi il n'y a aucune issue, ou alors il va végéter comme ça pendant des années et des années, et ça va devenir la risée des parcs de France par rapport à toutes les nouveautés qui sont en train d'arriver. Quand on voit donc Walibi en Alpes, Parc Astérix, Kingoland, la Récré Curé qui a quand même ouvert une grosse montagne russe ça fait pas très longtemps. La Récré Curé a quand même fait une très grosse nouveauté, plus récemment que Walligator, hein. Donc bon... Quand on voit les investissements dans tous les parcs, au Rochi, au parc du Bocas, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et là, Walligator et Spirou, il va falloir très sérieusement penser à se relever, quoi. À faire, et je leur souhaite. Et même si là, je suis très dur et tout machin, c'est le sujet de la vidéo, je leur souhaite de tout cœur à ces deux parcs-là, avec les directions qui existent, je leur souhaite de réussir et de grandir et d'avoir le parc qu'ils veulent et tout. Je leur souhaite sincèrement. J'appelle pas au changement de direction, j'appelle à un changement de cap. Mais vraiment, j'espère que ça va marcher. J'espère que dans 15 ans, on pourra dire waouh, Alligator il y a 15 ans c'était un enfer, mais aujourd'hui c'est génial. Qu'on pourra dire Spirou il y a 15 ans, il y avait une base horrible, aujourd'hui c'est un parc qui est trop bien. J'espère. Et je leur souhaite. Bref,
Ceci étant dit, c'est une très longue vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en ADB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!